Cash a toujours été, chez 310, en tout cas les 4 premières années, le cash a été un vrai sujet. En fin de compte, on pense que refaire un plan de trésorerie, ça va soigner notre anxiété. Il faut qu'on arrive à investir encore plus dans le produit, quoi. Et aujourd'hui, on vend nos produits dans 74 pays, donc mais ça a été difficile. La principale chose que j'ai apprise, c'est que même si on veut faire vite, le temps est toujours plus long, tout est toujours plus long qu'on l'imagine. Quand on parle de développement, de produits, d'industrialisation, parce que nous on fabrique, on conçoit et on fabrique, et à la fois du hardware et du soft, tout est toujours plus long, ça c'est la première règle. Mais la vraie révolution, c'est l'étape d'après, c'est pas... Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth pour un nouvel épisode du seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME et ETI industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Pochon de la société 3Disc. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Karim. Merci de nous rejoindre. Est-ce qu'on peut se tutoyer Marie-Laure? Parce qu'en général, je tutoie les invités. Très facile. Super, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser peut-être te présenter, nous dire un peu qui tu es et d'où tu parles aujourd'hui. Donc moi, je suis Marie-Laure Pochon, je suis CEO et principal shareholder d'une société qui s'appelle 3Disc, qui intervient dans l'industrie dentaire, et nous fabriquons, concevons, commercialisons et j'ai envie de dire surtout développons des scanners intraoraux, donc qui permettent aux dentistes de faire des empreintes digitales pour tout ce qui est prothèse et tout ce qui est, tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche des patients. Okay. Et au-delà des empreintes, en fin de compte, c'est une toute nouvelle industrie et une toute nouvelle aventure qui s'ouvre pour les dentistes, puisque ça va permettre de vraiment changer radicalement la pratique des dentistes. Alors, on va en parler. Moi, juste avant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que tu diriges une société que tu as reprise, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Je l'ai reprise quand elle était en fin de compte en phase encore de R&D. Ok, d'accord. Donc on est dans de la deep tech. C'était une entreprise qui était en train de développer une technologie d'avenir. Moi, j'ai regardé un petit peu ton profil LinkedIn. Tu as eu un parcours dans des belles entreprises de la pharma, de la medtech. Qu'est-ce qui fait que peut-être, c'est pas méchant quand je dis ça, mais à un moment où tu aurais pu peut-être te reposer un peu, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans une aventure comme ça? Qu'est-ce qui t'anime? Ça a toujours été, moi je suis née 4e génération d'entrepreneurs. Malheureusement, mon père est décédé quand j'avais dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Donc reprendre l'entreprise à 12 ans, c'était juste pas possible. C'est resté un peu dans la famille, et ce qui est sûr, c'est que j'ai ça dans les veines. Donc je suis partie faire une carrière dans le grand monde, on va dire, dans l'industrie pharmaceutique, qui était un vrai choix. La santé, vraiment important pour moi. Et puis, et je me suis dit, une fois que j'aurais compris que je pouvais réussir chez les autres, voilà, exactement. Voilà. Ok. Donc en 2020, c'est ça, tu as racheté, ou en tout cas tu as repris la société 3Disc. Ouais. 2020, c'est le contexte du Covid, c'était pas non plus la période la plus sympa pour... En fin de compte, oui, tu as raison. On l'a racheté avec un fonds de private equity qui s'appelle Galliena, okay. Qui était mon partenaire depuis le début, et avec qui ça se passe très bien. Et on a repris 3Disc en début octobre 2020, en plein Covid, quand personne ne pouvait voler pour les États-Unis, alors que 3Disc à l'époque était uniquement aux États-Unis. Donc moi je suis partie en me disant, dans un avion vide, on était 6 dans un 777, et sans savoir quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer. Et bon, voilà, c'est l'aventure. C'était l'aventure à l'ouest. C'est passé. Qu'est-ce que tu retiens de cette reprise? Parce que c'est un métier qui est complètement différent. Tu récupères, aujourd'hui, c'est une entreprise d'une 50aine de personnes, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Absolument. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? On en est à 5 ans plus tard. Voilà, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devrais reprendre une entreprise comme 3Disc aujourd'hui? Alors d'abord, c'est toujours plus dur qu'on l'imagine. Je pense que ça, c'est la règle, et je pense que tous les entrepreneurs le disent ou peuvent le dire.
ça se passe toujours différemment d'abord, et c'est toujours plus dur. Je pense que la principale chose que j'ai apprise, c'est que même si on veut faire vite, le temps est toujours Ouais, plus long, tout est toujours plus long qu'on l'imagine. Ça, ok. c'est la leçon numéro un. Quoi qu'on en pense, quand on parle de développement, quand on parle de développement de produits, d'industrialisation, parce que nous, on fabrique, on conçoit et on fabrique, et à la fois du hardware et du soft, tout est toujours plus long. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est que euh, alors qu'on parle de mondialisation, qu'on a parlé de mondialisation, alors que maintenant on parle de régionalisation, en fin de compte, tout ce qui est marchés internationaux est pas encore complètement. Tout est très compliqué. Ok. Chaque pays a ses propres règles. Surtout Shipper, sur des sujets médicaux, j'imagine que c'est encore plus compliqué que pour d'autres sujets. exactement. Mm. Et donc on est dans un monde très vite où tout prend tout prend plus de temps, et tout est plus compliqué à cause des langues, à cause des pratiques, à cause des réglementations. Euh, et aujourd'hui, on vend nos produits dans 74 pays, donc c'est pas uniquement la Belgique et l'Espagne. Ouais. Et on a franchi ces étapes qui sont essentielles, mais, mais, mais ça a été difficile. Donc c'est Tu- une belle aventure qui a été difficile. Mais tu me disais en préparant l'épisode que tu dormais moins, peut-être, ou différemment qu'avant, c'est ça? Ouais, moins, moins. Et Le cas, malgré ton expérience, parce que tu as, quand même eu des postes de direction dans des belles multinationales ou des belles boîtes, malgré ça, tu as encore ces Le problèmes de cash, l'entreprise. le cash a toujours été, chez 310, en tout cas les 4 Ouais. premières années, le cash a été un vrai sujet. Et le Parce cash, c'est qu'il a souvent ce fallu. qui nous empêche de dormir, hein. Quand on a une boîte, c'est souvent le problème. Ouais. Ouais, ouais, et on refait 10 fois le plan de trésorerie. C'est ça. Et en fin de compte, on pense que refaire un plan de trésorerie, ça va soigner notre anxiété. Oui, je pense que le cash a été un gros sujet. Aujourd'hui, ça l'est moins, clairement. Euh, euh, ce qui est sûr aussi, c'est que il faut qu'on arrive à investir encore plus dans le produit, quoi. Je veux dire, on est dans cette phase à la fois très enthousiasmante et très dans laquelle faut qu'on investisse encore plus dans le produit. Alors justement, si on parle un peu de 3 disques, tu nous as décrit un peu le produit tout à l'heure. C'est quoi l'état Tu parlais des dentistes avec un produit, en tout cas une solution, une offre qui peut changer un peu leur vie. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui changent dans le médical. Moi, je discutais avec un ami radiologue qui me disait que la radiologie à l'ère de l'IA, ça n'a plus rien à voir avec la radiologie d'il y a 3 ou 4 ans, hein, tout simplement. Euh, c'est quoi l'état du marché quand 3disques décide donc déjà, c'est quoi l'innovation, enfin, sur quoi vous travaillez et dans quel contexte vous arrivez avec cette offre ou cette solution? Alors, on n'est pas les seuls aujourd'hui. Donc, le produit ou la technologie en question, ça vise à digitaliser, donc faire en sorte que les prises d'empreintes Ok. soient extrêmement, beaucoup plus précises d'abord, plus faciles à faire, et qu'elles permettent d'avoir un flux digital plus simple, parce que l'espèce de pâte horrible dans laquelle les patients mordent, il suffit que le dentiste sorte Le moule, la ouais, prise d'empreinte la de prise manière pas d'empreinte, tout ouais. à fait droite, et tout est de travers. Quoi. Je veux dire, c'est très. Et surtout que quand on sait qu'après, il faut que le laboratoire scanne le moulage. Donc, c'est un progrès qui est une évidence. J'ai envie de dire que cette première étape qui est on fait du digital au lieu du physique, c'est une absolue évidence. Donc ça veut dire que Malheureusement, vous allez vous nous débarrasser de la ah ouais, fameuse empreinte horrible, serre les dents pendant 10 minutes pour pouvoir marquer le truc, quoi. Ça c'est ouais. terminé. Ok. Ça, c'est pas terminé. Alors ça, c'est la première leçon de l'histoire. C'est-à-dire que il y a 7 ans, tout le monde disait 80% des dentistes vont se mettre au digital. Et de la même façon que les dentistes se sont pas mis au X-ray de manière immédiate, ils sont restés à l'argentique très longtemps. Euh, en tout cas, le X-ray sur film. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore que
entre 20 et 30% des dentistes qui vraiment l'utilisent au quotidien, la prise d'empreinte digitale. Donc tout prend un peu plus de temps parce que la partie clinique est exigeante, que chaque cas est différent, et que on est dans une technologie très 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 compliquée. On est globalement 8 fabricants dans le monde, pas plus. Qui avons vraiment la maîtrise de cette technologie et les dentistes s'y mettent petit à petit, mais on est encore très très loin d'avoir atteint le marché potentiel. Il y a dans le monde 2 millions de dentistes et on estime qu'il y a probablement 400 000 dentistes qui utilisent au quotidien une solution digitale. Mais la vraie révolution, c'est l'étape d'après. Alors, il y a déjà, donc ça c'est déjà une première révolution, mais la révolution c'est l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec avec la donnée. Et là, on est en train d'ouvrir des voies qui sont fantastiques, quoi, on peut faire évidemment du diagnostic. Voilà, tu peux nous donner quelques exemples concrets. Donc, on a un scan digital finalement, donc sans avoir à faire une prise d'empreinte. C'est quoi? C'est pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose et qui, j'avoue, va pas trop souvent au dentiste, je devrais y aller plus souvent. mais c'est quoi? C'est l'équivalent de la... Je culpabilise à chaque fois en me disant faudrait qu'un jour. mais c'est quoi? C'est un peu l'équivalent de la radio que nous fait le dentiste là, en quoi ça consiste concrètement cette prise d'empreinte digitalisée? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? C'est très simple. Ça apporte le fait le dentiste peut donner au patient un PDF ou une vision sur son iPhone ou quoi que ce soit de son plan de traitement. En clair, si moi je vais chez un dentiste demain, j'y vais probablement parce que j'ai mal quelque part, mais quand le dentiste ouvre ma bouche, il voit en moyenne 2,7 problèmes. Ouais. Et puis il nous fait un plan où il faut qu'on revienne. L'enjeu, c'est d'obtenir que le patient dise oui au deuxième traitement et voire au troisième quand il y a besoin. Et sachant que c'est du out of pocket, c'est-à-dire que les patients payent dans la plupart des pays, il n'y a pas qu'en France. Et donc, il y a un aspect monétaire et puis il y a un aspect, je suis chez le dentiste, j'ai pas envie d'y aller, je suis déjà là pour je vais rester, je reviendrai peut-être dans 6 mois, puis à fin de compte, je reviens 5 ans. On ne revient jamais, ouais. Donc là, la grande différence, c'est que nous, avec ce qu'on a développé, on a un système qui s'appelle Scan and Tell, c'est-à-dire scanner et dire. On montre au patient en moins de 2 minutes tout ce qu'il a dans la bouche et c'est fait avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, voilà, vous avez un problème là, si vous ne traitez pas, voilà ce qui va se passer. Et puis, vous avez aussi un problème de gencive de l'autre côté. Et donc ça se fait en moins de 2 minutes. Et donc, le dentiste peut montrer en moins de 2 minutes au patient, voilà l'état de votre bouche. Et le gros avantage, c'est que nous, on fait une double image, à la fois en 2D, c'est-à-dire en photo, mais très, très, très bien faite, tout étant complètement automatique, et en 3D. Et donc, ça permet vraiment au patient de voir sa bouche. Parce que quand on voit un X-ray, on ne voit pas vraiment sa bouche. Alors que là, on a besoin de l'interpréter, on a besoin de l'avis du médecin pour dire « Ok, je reconnais ». Oui, puis on ne voit pas les gencives sur une X-ray. On voit que les trous dans les dents ou les caries. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est les gencives, quoi. C'est pas le vrai sujet, mais c'est quand même un grand sujet. Et donc, on ne voit qu'une partie de l'information. Donc là, nous, en moins de 2 minutes, le dentiste voit et peut montrer au patient. Et c'est un outil de changement complètement de l'acceptabilité. Et donc, au lieu d'accepter 1,2 traitements, les patients acceptent 2,4. Donc, ça veut dire que ça change aussi. Et ça évite au dentiste de se transformer en vendeur, parce que l'avantage, c'est que le dentiste a un élément, il le montre, et on fait un le plan patient... Parce que c'est vrai que ce que tu dis est très vrai. Souvent, quand on a un autre problème, il va nous faire un devis, il faut qu'on envoie le devis à la mutuelle, et puis en général, on va le faire problème par problème. C'est assez rare qu'on traite l'ensemble des choses directement. Et c'est très vrai qu'on a la tendance à ne pas y retourner avant un petit moment si on n'aime pas ça en plus. Et en termes de prévention, j'imagine qu'aussi ça joue un rôle super important, c'est-à-dire qu'on détecte peut-être les problèmes très tôt, ce qui évite aussi de faire que du curatif. Et pour la Sécu, pour tout un tas de choses, ça coûtera probablement un peu moins cher. Tu as complètement raison. C'est un problème c'est une solution qui est à double détente, parce que aujourd'hui en dentaire, on est dans le restauratif, c'est-à-dire dans le curatif. Demain, on sera dans le préventif.
Et ça va tout changer. Et ça va changer notamment qu'au lieu de traiter, il y a à peu près la moitié de la population en Europe qui voit un dentiste. Demain, il faudrait qu'il y en ait 80 ou 90%. Et c'est sûr qu'en faisant de la prévention, on va être vers ça, parce que ça. Et puis on va éviter tous les édentés. Quoi. Je veux dire, on en a parlé à une certaine époque. Un président de la République a fait une phrase malheureuse sur le sujet. C'est un peu malheureux, mais c'est si une réalité. C'est une réalité. On a des gens qui n'arrivent pas à se soigner aujourd'hui et pour qui c'est très compliqué d'avoir accès. Quand on pense aussi à la difficulté de trouver un dentiste, enfin, moi je suis dans une ville où prendre rendez-vous chez son dentiste, c'est plusieurs mois d'attente, même si on le connaît. Ah ouais. Ils prennent pas de nouveaux clients. Enfin, c'est peut-être pas partout en France, mais en province, en tout cas, dans une petite ville comme Valence, on a ce genre de difficulté. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez son dentiste, en fait, aujourd'hui. Oui, donc là, l'avantage, c'est que le patient est dans le fauteuil, il est prêt à être soigné. Au lieu de passer 30 minutes, il va passer 45. Et l'avantage, c'est qu'il va ressortir. Et avec l'ensemble du diagnostic. Ouais. Exactement. Donc tu disais qu'on est, vous codez en fait. Tu m'avais évoqué le fait que vous avez codé plus de 6 millions de lignes de code. Donc ça veut dire qu'au-delà de la prise d'empreinte, du scan que vous avez, de l'appareil lui-même électronique que vous avez fabriqué, que vous fabriquez, derrière il y a tout le traitement de la data. C'était quelque chose qui était déjà dans l'ADN de 3Disc dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, cette idée de traiter aussi la donnée? C'était vraiment l'idée de départ de la boîte? 3Disc était très fort. En fin de compte, quand on a repris 3Disc, 3Disc était très fort dans le hardware, c'est-à-dire dans l'objet. Et moi, quand j'ai visité cette société, qui était à l'époque aux États-Unis, qui est d'ailleurs toujours, moi je vis une centaine de jours par an aux États-Unis, quand le hardware, donc l'objet en question, était très intéressant. Il y a des jolis brevets qui nous protègent jusqu'en 2038, donc on est très bon là-dessus. Par contre, le software était quasiment pas développé, et c'est nous qui l'avons développé. Et aujourd'hui, on a un des plus beaux softwares, je crois, de l'industrie, parce qu'en plus, on fait très très attention à comment le patient ou comment le dentiste va l'utiliser, donc ce qu'on appelle en anglais le user interface. Ouais. Et ça, c'est devenu notre grand. Vous êtes un peu le Tesla si je prends un exemple, le Tesla du dentaire. On essaie que ça soit aussi facile à utiliser qu'un iPhone. Ok, d'accord. Donc ça met la barre quand même assez haute. Ça veut dire que vous avez aussi, toi, tu avais une expérience dans le fait de recruter, de diriger des équipes de développeurs, parce que ça veut dire que là aujourd'hui, tu as des développeurs. Bien sûr. Alors moi, je suis comme ingénieur à la base, donc même si c'était il y a assez longtemps, voire très longtemps, j'ai fait Physique Chimie Paris, qui est une jolie école. Qui est d'ailleurs une très très belle école, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais non, et donc oui, moi faire de la R&D, c'est quelque chose qui pour moi est assez naturel, donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi c'est difficile aujourd'hui? Tu me disais que le manufacturing, c'est un peu comme un art, c'est un peu ce qu'on s'était dit en préparant un peu ça. Pourquoi, à ton avis, c'est si difficile aujourd'hui de faire du hardware de haute précision? C'est difficile dans notre cas, ou dans le cas de ce marché, parce qu'en fin de compte, on doit mixer du hardware et du software, et tout en étant à la sortie précis à 10 microns. Okay. Ce qui est quand même extrêmement précis, et qu'on on a des cartes électroniques très puissantes, on a de l'optique. En fin de compte, la difficulté de notre exercice, je vais te montrer un scanner, parce que je pense que c'est intéressant. Un scanner, ça ressemble à ça. Okay. C'est-à-dire que c'est un gros stylo qui fait 200 grammes, donc qui est assez léger. C'est tout petit. Hein. Moi, j'imaginais une grosse machine, tu vois. Tu fais bien de le montrer, parce que j'étais en train de m'imaginer un truc qui me tournait autour de la tête. Ok. Pas du tout. C'est un gros stylo. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que dans moins de 200 grammes, on doit faire rentrer des cartes électroniques très puissantes, de l'optique avec des systèmes qui sont très sophistiqués. Et puis, bon, alors, il y a 6 millions de lignes qui sont donc, une fois qu'on mélange tout ça, c'est compliqué. Et alors, donc l'usine était, en tout cas, l'entreprise était américaine.
Aujourd'hui, toi, tu es en France. Pourquoi la France, en fait? Du coup, si la boîte était américaine, pourquoi On fabrique la toujours aux États-Unis. On est Ok, toujours aux États-Unis. On n'a pas du tout changé. En fin de compte, on a simplement créé un siège officiel à Paris, à la ok, Défense, où nous sommes. Et on a gardé ce pied américain qui, pour moi, est très important, où on fabrique et on fait beaucoup de notre recherche dans le d'accord, hardware. ok, Et au final, aujourd'hui, on a 3 implantations. On a une implantation aux États-Unis, donc qui est toute proche de Washington, en Virginie. On a cette implantation à Paris où on fait essentiellement le software. Et puis on a une troisième implantation depuis quelques mois au Caire, ok. En Égypte, où on ouais, a une équipe en Égypte, bien sûr, où on a une équipe de 15 personnes qui font du customer experience et qui font du soft. ok. Et ils sont très bons. Moi, ma question, c'est pourquoi tu as eu besoin de faire un siège en France? C'était juridique, c'était pour pouvoir attaquer le marché ou c'était plutôt parce que tu étais attaché à créer ta société en France? Parce que la Ah boîte ben était moi, américaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à dire je mets le siège et je crée un siège à Paris? alors il y a plusieurs raisons. Il y a une raison légale assez simple qui, étant avec un fonds de private equity français, c'était à peu D'accord, près une ok. évidence. Ouais, Il y a une deuxième raison très simple aussi, c'est que la France a un vivier d'ingénieurs qui est absolument incroyable. Si on veut recruter des très bons ingénieurs, très performants, très bosseurs et tout très bien, honnêtement, il n'y a pas mieux que la France, hein. ok. Je le dis parce que je le vis au En plus, quotidien, tu compares un peu les différents pays, donc tu sais de quoi bien tu sûr. parles. Ouais. Et il y a une troisième raison qui est que comme on est amené à vendre notre produit dans plus dans 75 pays ou 74 pays, c'est très important de pouvoir, et que les pratiques dentaires sont assez différentes, c'est très important d'avoir un regard multi-continent, on va dire. Hmm. Bah, c'est intéressant que tu dises ça justement sur ce regard multicontinent. On sait que nos amis chinois vont très vite, hein, ils développent des solutions. On n'est plus à l'époque où la Chine était juste là, où on les accusait de copier. Moi, je trouve que je te racontais que j'étais allé essayer un modèle de voiture chinois. Je ne vais pas faire de pub, mais moi, je pense qu'on a des soucis à se faire au niveau de l'automobile, hein, quand on voit ce qu'ils sont capables de produire et le niveau de qualité qu'on atteint pour un prix qui reste quand même largement inférieur à ce que les fabricants français font. Donc on a d'un côté la Chine qui va très vite, qui est très en avance sur des sujets techno. De l'autre côté, tu as un pied aux US et aussi un pied en Europe. C'est qui gagne le match selon toi? C'est quoi ton regard un peu sur les différentes cultures? Là, tu viens de nous dire que les ingénieurs français étaient de très bons ingénieurs. Moi, par ailleurs, j'entends tout le monde râler après la réglementation, les normes, etc. en France. C'est quoi un peu ton point de vue, toi qui baignes un peu dans un environnement très international sur le match? Est-ce qu'on a perdu le match? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut faire? Alors d'abord, on n'a pas perdu le match. Deuxièmement, alors moi je peux pas parler de l'industrie automobile, donc j'ai Ouais, absolument c'était aucune un idée, hein. Donc exemple, bien sûr. je Je te parle de lancerai pas l'industrie. là-dessus. Euh, non, ça réveille les Européens. Comme moi, je suis très triste quand je vois que l'Europe est plus préoccupée de RTT et de congés payés. Que je suis C'est désolée, vrai, hein, mais c'est vrai, c'est un peu bon, ça. que d'aller vers du progrès Tu et sais, de. une fois j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur de la Swatch, là, qui est un inventeur, qui est super connu, j'ai oublié son nom, je l'ai vu sur une conf, et le mec avait dit la France, vous êtes quand même assez surprenant. C'était à l'époque des manifs contre la retraite, pour la retraite, ou je sais plus quoi, il y a quelques années, hein. Et il avait dit, vous êtes le seul pays au monde où les moins de 17 ans, où vous avez des jeunes de moins de 17 ans qui descendent dans la rue pour la retraite Ah oui, à absolument. 60 ans. À 60 ans, quoi. Et il avait raison, c'était à l'époque où les lycéens étaient sortis pour manifester pour la retraite à 60 ans. Et c'est vrai que ça, c'est assez révélateur des fois de l'état d'esprit, ouais, qu'on peut avoir ici. Ouais. Moi, je pense que je ne veux pas rentrer dans du politique, mais je pense que le monde est global, que les Européens ont été un peu endormis ou beaucoup endormis, et que il faut recréer l'envie. Je pense que le problème de l'Europe, c'est que les cerveaux sont l'éducation est quand même très bonne. Mm. Les cerveaux sont des très bons cerveaux. Il y a tout. Il manque un peu l'envie. Il manque probablement l'envie aussi parce que le,
Est-ce que tu Le penses qu'on système on s'est reposé un fiscal peu sur n'est pas, le système Ok, fiscal n'est pas assez incitatif. Je crois que d'accord. faut être clair. Hein. Y a une grande motivation on a une jeunesse qui est super performante. La seule chose, c'est que il faut que pour avoir envie, il faut aussi qu'il y ait une carotte. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément encourageant parfois de voir, de voir le matraquage. Est-ce que tu penses aussi, moi, tu parlais tout à l'heure du Caire. J'ai l'occasion des fois de voir aussi ce qui se passe dans d'autres pays africains. Le Caire, c'est la jeunesse, c'est 75% du pays. On a des pays comme l'Afrique, comme l'Égypte ou d'autres pays africains. Je pense au Maroc, à l'Algérie, à l'Inde aussi, où on a une jeunesse extrêmement compétente, extrêmement forte. Moi, ça me fait penser à ça. Tu parlais tout à l'heure, on n'a peut-être pas forcément envie. Et quand on va dans ces pays-là, on voit une jeunesse qui a la dalle, quoi, qui a la niaque, qui se bat et du coup qui récupère aussi de plus en plus des marchés, quoi. Mais même en France, quoi. Nous, on est 50, il y a 20, il y a 20 nationalités chez Trois Disques. Ok. Donc on est complètement globaux. On a peu de Français. Je pense que sur le bureau de Paris, on est deux. Hein. On a beaucoup de gens des pays arabes, pour être tout à fait clair. Et moi, je vais dire des choses qui sont complètement différentes de tout le monde, mais c'est des gens super bien. Quand on les recrute bien, hein, évidemment, donc il y a pas du tout de problème d'intégration. Nous, moi, je crois que la force du monde, c'est qu'il il faut pas avoir peur, il faut l'embrasser, quoi. Il faut Ouais, faut se c'est dire, clair. faut pas non plus être ridiculement candide, mais, 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 mais on est dans un monde global, il faut pas le nier. C'est pas en pensant que on va se replier sur nous-mêmes que ça va aller mieux. C'est plutôt en se disant que on doit être au moins aussi intelligent que les Chinois, au moins aussi intelligent que tout le monde, et puis on va y arriver très bien. Moi, j'ai un grand respect pour les Chinois parce que je trouve que ce qu'ils ont fait en ce moment, ou ce qu'ils font en ce moment, est quand même assez C'est remarquable. incroyable, ouais, c'est clair. C'est assez remarquable et ça nous oblige à faire mieux. Bah, c'est parfait. Faisons mieux. Allons-y. Allons-y, faisons mieux. Du coup, c'est quoi un peu ta vision un peu de l'avenir de l'industrie en France? Alors bon, je sais que c'est un peu politique comme question, mais tu vois, il y a plein d'exemples dans l'actualité où on essaye de sauver peut-être des business qui sont compliqués à sauver. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais là, dernièrement, ça a beaucoup râlé sur le fait qu'une usine électroménager était en train de fermer. C'est quoi ta vision, toi qui développes un produit qui est plutôt un produit deep tech, un produit plutôt d'avenir? Qu'est-ce que tu en penses un peu de l'état de notre industrie et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier à notre niveau, même si on n'est que de simples entrepreneurs? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de globalité. C'est très compliqué d'avoir une réponse intelligente sur ce sujet-là. Je crois que l'industrie est très importante. Je vais répondre un peu à côté. L'industrie est très importante. L'industrie, c'est ce qui permet à beaucoup de gens de pouvoir progresser progresser avec des jobs de contremaître, de directeur d'usine, etc. Moi, j'ai vu ce type de personnes de manière très proche souvent, et c'est des gens fantastiques. Et si on perd cette industrie, on perd aussi l'espoir. Et ça, je pense que c'est très important. C'est la première chose, et c'est pas dans les services qu'on peut avoir ce type de progression, parce que dans les services, il y a quasiment pas de hiérarchie, le plus souvent. Donc je crois que l'industrie a plusieurs fonctions. Il n'y a pas qu'une fonction de production, il y a aussi une fonction sociale ou sociétale, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Absolument. Et je crois que l'industrie, elle est aussi importante pour une autre raison, c'est que quand on perd l'industrie, sauf si on fait que du software, on perd probablement à court ou moyen terme la capacité à inventer. Parce que c'est en voyant ce qui se passe sur une chaîne de production qu'on arrive à inventer le produit de demain. Ouais. Donc je crois que l'aspect industriel, et s'il y a une bataille à mener en France, à mon avis, c'est la bataille de l'industrie. Après, est-ce qu'il faut sauver telle ou telle entreprise? C'est pas mon domaine, et je vais pas me prononcer. Je crois qu'on peut avoir des industries dans des pays développés. Et justement, les progrès qui sont faits aujourd'hui, et qui sont des progrès où, en fin de compte, il y a de moins en moins d'hommes,
nécessaires. Bon, ça veut dire que le coût de la main-d'œuvre n'est plus aussi rédhibitoire qu'il a été à un moment. Parce que c'est souvent l'excuse, ou en tout cas la raison pour laquelle on a perdu un peu l'industrie en France. On a voulu aller chercher du coût. Aujourd'hui, on a moins besoin d'hommes. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en Chine, hein. J'ai vu qu'ils ont une usine de fabrication de véhicules qui est quasiment presque 100% automatisée, qui tourne nuit et jour. Donc aujourd'hui, c'est plus une raison. J'ai vécu ça en 2019. J'allais beaucoup en Chine à l'époque. Et un jour, je me retrouve dans une société. On me dit, ça serait intéressant que vous voyez ce qu'on fait au rez-de-chaussée. Donc, je vais au rez-de-chaussée. Et là, je me retrouve avec, je ne sais pas, la taille de 20 usines françaises. Et il y avait 2 personnes. Pour la faire tourner. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, la question est plus que il faut garder un tissu industriel parce que ça nous permet d'inventer. Je pense que c'est en plus un moteur social vachement important. Mais il faut probablement pas rester fixé sur les modèles industriels de la guerre. Moderniser, il faut automatiser, il faut y mettre du software, il faut arriver aussi à faire des choses, à se battre sur des sujets sur lesquels on peut aussi gagner. J'imagine que c'est peut-être plus compliqué sur certaines industries où la concurrence de toute façon nous a déjà ratissé, quoi. Mais c'est un peu comme le dentaire, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de préventif et moins de curatif. Ouais, c'est un peu ça. Tu connais bien, tu l'as replacé quand même. Tu connais bien ton métier. Juste une dernière question, peut-être sur aujourd'hui en termes de développement commercial. Tu me disais que vous êtes présent sur 74 pays. Vous n'êtes pas non plus une grosse structure. C'est quoi un peu la recette quand on veut se développer comme ça à l'international? Parce que moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Je trouve qu'on râle beaucoup, on se plaint beaucoup. Mais quand on voit la manière dont certaines PME s'y prennent pour aller faire du business, en fait, ça explique aussi qu'on a du mal à exporter. Comment tu arrives à être présent dans 74 pays? C'est quoi un peu la strate ou les méthodes que vous avez employées, même si je ne suis pas obligé de nous révéler des secrets, mais c'est quoi qui a été important dans l'expansion en fait, de l'entreprise? C'est simple, on a une dizaine de personnes sur le terrain partout dans le monde. On a une personne au Brésil, une personne au Mexique, une autre en Égypte. On a des gens partout dans le monde qui sont évidemment des locaux. Hein. Okay. Donc développement local avec une vision dès le début qui était de toute façon très internationale. C'est que dans l'ADN même de l'entreprise, dès le début, c'était une expansion mondiale et pas simplement franco-française ou américaine, quoi. J'ai un patron, on a un patron international qui est un garçon qui est dentiste et qui est égyptien et qui vit partiellement. D'où l'équipe en Égypte, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que j'allais te demander pourquoi l'Égypte. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons pourquoi l'Égypte. Parce que c'est un des plus grands marchés, parce que c'est un pays où il y a une énorme tradition dentaire. Okay. Et ils forment 10 000 dentistes par an, et donc et beaucoup d'ingénieurs. Donc l'éducation. Il y avait un potentiel fort. Okay. Mais donc non, on est très international et on a des gens partout et pour le coup, on voyage tous énormément. Il faut être sur place, il faut voir les clients, il faut serrer des mains. Okay. Il faut comprendre ce qu'ils veulent. Du bon vieux commerce, quoi, finalement. Il n'y a pas de miracle, on fait du commerce toujours de la même manière, quel que soit le produit, quoi. Et dans notre industrie, la confiance est la base de tout, parce qu'en fin de compte, le dentiste qui ne peut pas ouvrir son cabinet le matin parce qu'un matériel ne marche pas, c'est un drame. C'est donc la question, c'est la confiance, et la confiance, ça vient de la poignée de main, quoi. On ne vend pas par Teams, hein. Donc il faut se déplacer, il faut se déplacer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il faut être connu, et on finit par y arriver. Et ceci étant, nous, on a encore un long chemin à faire, hein, on est au début. Ouais, mais bon, ça démarre bien quand même. Ah oui, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? C'est quoi un peu le mot de la fin que tu aimerais faire passer comme message? Nous, on est aujourd'hui une société qui est probablement numéro 5 ou numéro 6 de ce marché, donc sur le mythe. Donc il y a 2 Européens et puis tous les autres viennent essentiellement d'Asie. Moi, je crois fondamentalement que ce business va révolutionner la pratique clinique, et pas uniquement
Et nous, on travaille dessus. Et ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on arrive à devenir leader en ayant révolutionné la pratique clinique des dentistes. Vous allez changer la façon dont vous allez dépoussiérer la profession de dentiste. Oui, et puis permettre d'avoir que le dentiste ait une encore meilleure relation avec ses clients et que les clients les patients soient mieux traités et que c'est ça l'idée, oui. Marie-Laure, merci beaucoup. Chers amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Marie-Laure pour ce partage. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Chers amis, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Donc n'hésitez pas à me laisser aussi un petit avis. À très vite.